Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. C'est l'été. C'est la pause estivale de Leadershift. Et donc, comme chaque année, j'ai décidé de faire des rediffusions. Cette année, au programme, j'ai décidé de faire dans le léger. Donc, nous aurons 4 épisodes dédiés à une série sur le guide du scénariste, The Writer's Journey. Quelles histoires nous racontons, pourquoi, quelles sont les étapes de ces histoires, c'est toujours les mêmes, quels sont les personnages qui sont dans ces histoires, ce sont toujours les mêmes aussi. C'est léger, ça s'écoute bien, je pense, parce que ça parle d'un sujet qui est sympathique. Donc ce seront les 4 prochains épisodes pour ces 4 prochaines semaines de juillet. Et puis le dernier épisode de la série de 5, ce sera un épisode sur la passion d'apprendre, qui était l'épisode 114, il y a déjà un moment, de Leadershift. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite un excellent, un superbe, un magnifique été, et je me réjouis de vous retrouver en live le 12 août. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion d'apprendre. Les conditions auditives seront un peu différentes que d'habitude, puisque je suis dans une chambre d'hôtel, je suis en vacances, mais je ne vous oublie pas. Cet épisode est très très important, puisque McKinsey en 2020 lui consacre un article qui s'appelle « The most fundamental skill Intentional Learning and the Career Advantage ». Donc la compétence la plus fondamentale, l'apprentissage intentionnel et l'avantage de carrière. Alors ils en parlent comme d'un avantage de carrière, mais moi je vous en parlerai comme d'un avantage de vie. Puisque effectivement la passion d'apprendre et d'apprendre intentionnellement est quelque chose qui peut vous faire progresser votre vie durant. On parle aussi de lifelong learning, qui devient de plus en plus, en même temps de plus en plus facile, de par la technologie, mais aussi de plus en plus difficile de par la technologie. La première, c'est qu'on a une technologie qui nous permet l'accès à l'information, mais du coup, tout le monde se bat pour notre attention, pour notre temps, et donc, eh bien, nous avons de moins en moins le temps. Alors, bon, le pourquoi, je crois qu'il est assez évident. Les changements sont rapides. Pensez à la pandémie de Covid. Prenez mon simple exemple de consultant en développement organisationnel. Du jour au lendemain, je n'ai plus pu rencontrer les gens, faire des formations en présentiel, faire du coaching en présentiel. J'ai dû m'adapter. Si je n'avais pas auparavant appris à utiliser au cours de mon métier, mais pas seulement, aussi par intérêt, si j'avais pas appris à utiliser les outils digitaux, eh bien, j'aurais fait comme beaucoup de mes collègues, j'aurais perdu beaucoup de clients et de chiffre d'affaires, mais ça n'a pas été le cas, puisque j'ai pu profiter de mon expérience sur ces sujets-là. Donc, le besoin de changer est permanent, il est connu, d'un côté, et de l'autre côté, apprendre est une compétence qui n'est finalement que très peu enseignée. Alors, ça va mieux à l'école, on commence maintenant aussi à faire beaucoup plus de travaux de groupe, puisqu'on apprend beaucoup en groupe, mais comment apprendre à apprendre n'est pas encore une compétence fondamentale, on pourrait même dire une métacompétence, c'est une compétence qui permet d'acquérir d'autres compétences, n'est que très peu enseignée. Et donc, l'objectif de cet article, et donc l'objectif pour moi de cet épisode de podcast, c'est de vous indiquer comment est-ce que McKinsey voit l'apprentissage permanent de son point de vue. L'idée essentielle, c'est qu'il faut débloquer l'intentionnalité de l'apprentissage. Pourquoi ? Vous me direz, mais Vincent, on n'a qu'à aller se former, avec toi, avec d'autres. Oui, mais le problème, c'est que l'apprentissage formel, ce n'est qu'un tout petit pourcentage du temps que vous pouvez finalement consacrer à un apprentissage formel. Et ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de temps en dehors du travail et donc d'argent, de formateurs à payer, de certifications à payer, etc. Donc, en fait, la meilleure manière d'apprendre, surtout dans le monde professionnel, mais c'est pareil dans la vie privée, c'est d'apprendre de manière informelle, de ne pas attendre d'être en formation pour apprendre. Et donc, il faut devenir
ce qu'ils appellent en anglais un intentional learner, donc un apprenant intentionnel en français. Donc, devenir un apprenant intentionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 états d'esprit et 5 pratiques. On commence par les 2 états d'esprit. Premier état d'esprit, vouloir croître. Adopter un état d'esprit de croissance, le fameux growth mindset de Carol Dweck. Il suffit, alors entre guillemets, il suffit d'observer votre dialogue intérieur. Alors, par exemple, vous vous entendrez dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis mauvais en présentation ?» et dire plutôt « J'ai besoin de m'entraîner un peu plus à présenter devant d'autres personnes. » Et vous voyez que ce switch mental de « je suis mauvais » à « j'ai besoin de plus m'entraîner », et que le deuxième est ce que Carol Dweck appelle un état d'esprit de croissance, parce que dire « j'ai besoin de plus de pratique » veut dire que je peux m'entraîner, donc je peux y faire quelque chose. Pareil, je suis pas assez bon pour être promu au poste de superviseur ou de coordinateur de production, peut devenir, mais en fait, j'ai besoin d'une expérience supplémentaire avant d'être prêt pour une promotion. Vous voyez que, en observant votre dialogue intérieur, vous allez identifier toute une série d'opportunités, de formations. Vous voyez, dans la vie privée, c'est pareil. Je suis vraiment une pive. Chaque fois que je parle avec mon partenaire, je m'engueule avec lui. Ok, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à m'exprimer plus précisément. Bon. Et ça me dit, ok, ça veut dire que j'ai peut-être un petit effort à faire là-dedans. Donc, cet état d'esprit de croissance, c'est passer d'un état de mentalité de fixe, comme elle l'appelle, donc une mentalité dans laquelle on dit ah ben, je suis comme ça et j'y peux rien, à un dialogue intérieur qui est plutôt qui va faciliter l'apprentissage. Ça, c'est le premier état d'esprit. Le deuxième état d'esprit, pour être un apprenant ou une apprenante intentionnelle, c'est nourrir la curiosité. Alors, la curiosité, vous me direz, ça ne s'apprend pas. Ben si, ça se nourrit en tout cas. Alors ils appellent ça le muscle de la curiosité chez McKinsey. Alors c'est rigolo, hein, mais on peut voir ça comme ça. Alors, quelques trucs pour renforcer le muscle de la curiosité. Le premier, c'est d'affronter ses peurs. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de poser des questions en réunion? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer de nouvelles choses? Un nouvel outil, une nouvelle manière de faire. Qu'est-ce qui vous fait hésiter à accepter un challenge de la part de votre patron, ou de votre patronne, ou de votre chef, ou de votre superviseur? Une fois que vous aurez identifié ce qui vous fait peur, ben vous pourrez dire, voilà, pareil, hein, plutôt que ça me fait peur, c'est peut-être que je ne suis pas encore prêt, ou peut-être qu'il faut que je me rassure avec autre chose. Hein. Donc, affronter ces peurs permet de renforcer aussi la curiosité, parce que moi j'ai peur, plus je peux me lancer dans des petits tests, des petits essais. Deuxième chose, deuxième exercice de renforcement musculaire de la curiosité, ben, c'est rechercher des expériences et des idées nouvelles. Mais ça peut être très très bête. Ça peut être, chérie, on va où au restaurant? Ah tiens, on va comme d'habitude. Ben non, aujourd'hui vous allez manger pakistanais. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous allez manger pakistanais. Cherchez, vous faites 20 km en bagnole ou en train, vous allez manger pakistanais. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde? Notre série habituelle? Ben non, on va regarder un truc qu'on n'a jamais regardé. Je vais regarder un truc dans une langue que j'ai jamais vu. Ça, c'est dans la vie privée. Vous voyez que c'est absolument pareil dans le monde professionnel. Tiens, c'est qui lui? J'ai jamais vu. Ah ben tiens, j'ai parlé avec lui. Ah ben tiens, elle fait quoi? J'ai jamais compris ce qu'elle faisait. Je l'invite à boire un café. Hein. Rechercher des expériences et des idées nouvelles. Troisième chose qui est intéressante, pour renforcer le muscle de la curiosité, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Peu importe ce que c'est, faites-en plus et encore plus et toujours plus. Pourquoi? Parce que ça va vous développer de l'expertise dans tout un tas de domaines. Donc, les deux états d'esprit, le premier, l'esprit de croissance, l'état d'esprit de croissance, donc se dire plutôt que je ne peux pas, il se pourrait que je puisse, ou je vais faire quelque chose pour que je puisse. Le deuxième, nourrir une certaine curiosité. Ça sont des états d'esprit, et là, pratiquement, concrètement, eh bien, voilà, notez des choses le soir avant d'aller au lit, pour vous dire, bah, tiens, demain j'y réfléchis. Alors, les pratiques. Alors, franchement, les pratiques, il n'y a absolument rien de super novateur. 5 pratiques. Numéro 1, se fixer des objectifs. Ah ben oui, ben ça, on ne va pas y échapper. Ben parce que pas tant pour pouvoir les atteindre, mais pour savoir ce qu'on a envie de faire.
je vais apprendre l'espagnol. Bon, ok, vous n'êtes pas obligé de dire je vais apprendre l'espagnol en 3 mois en utilisant telle méthode. Ok, je veux arriver au niveau A2 d'espagnol en 3 mois. Pourquoi pas, ou en 6 mois, c'est égal. Se fixer un objectif. Souvenez-vous, humilité et croissance. Pas un objectif trop élevé, mais un objectif atteignable qui vous fasse plaisir. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, aucune surprise. Alors, ça fait écho à l'épisode précédent. La gestion du temps, entre guillemets, réserver du temps pour l'apprentissage. Mais pas pour l'apprentissage dans le sens lire un bouquin. Vous pouvez toujours lire des bouquins, mais j'adore lire aussi. Mais c'est plutôt un moment dans votre semaine de travail, le vendredi de 11h à midi, ou de 11h30 à midi, vous arrêtez de bosser, vous allez vous isoler quelque part, puis vous réfléchissez à ce qui s'est passé la semaine. Et puis là, la série des questions que vous pouvez vous poser, c'est la série des questions habituelles. Qu'est-ce qui m'est arrivé de positif? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal vécu? Pourquoi? Et là, détecter des choses qui ne se sont pas bien passées, ou pas suffisamment bien, ou tellement bien que vous auriez envie de les répéter. Et puis, ça, c'est de nouveau cette idée de mentalité de croissance. D'accord? Donc, réserver du temps pour l'apprentissage, c'est réserver du temps pour apprendre de l'expérience passée, de ce que j'ai vécu déjà au niveau professionnel ou au niveau privé d'ailleurs. C'est pareil. Troisième pratique, rechercher activement le feedback. Allez poser des questions aux gens. Écoute, comment tu me trouves dans mes présentations? Sous-entendu, ça fait 1 mois que vous êtes entraîné, que vous avez pris courage, que vous avez regardé nos 2 vidéos, etc., etc. Recherchez activement le feedback. Vous voyez que ça prend du temps. Donc, quand on dit réserver du temps pour l'apprentissage, peut-être que dans ce temps, le vendredi de 11h30 à midi, vous allez demander du feedback à un collègue. 4e pratique, s'entraîner délibérément. Alors ça, c'est très important. Il y a, je crois, un bouquin qui a été écrit là-dessus. Vous pouvez chercher sur Internet Deliberate Practice, D-E-L-I-B-E-R-A-T-E, B-A-R-A-T-E, Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, puisque c'est une pratique de l'entraînement intentionnel. Ça veut dire que je ne fais pas que de m'entraîner en disant tiens, je prends ma guitare et je m'entraîne. Non, je m'entraîne à faire ceci. Je m'entraîne à faire des gammes. Je m'entraîne à être meilleur dans, je sais pas, la pratique de quelque chose. Je réussis mieux mes sauces béchamel. Dans le monde professionnel, c'est pareil. C'est pas je veux être meilleur en présentation. C'est aujourd'hui dans cette présentation, je fais attention à ma rapidité d'expression ou ma lenteur d'expression. Et c'est intentionnel. D'accord? Et donc j'y pense et c'est une seule chose à la fois. Et puis, dernière pratique, à part se fixer un objectif, réserver du temps pour l'apprentissage, rechercher le feedback, s'entraîner délibérément, c'est réfléchir pour s'évaluer et déterminer ses progrès. Le même vendredi de 11h30 à midi, réfléchissez, voilà, comment est-ce que ça se passe? Ça va mieux, moins bien, grâce au feedback que j'ai reçu? Est-ce que je fais des progrès ou pas? Comment est-ce que 2 états d'esprit, 5 pratiques. Et vous verrez comme vous allez assez vite. Alors, si vous êtes cynique, ambitieux ou un tout petit peu égocentré, vous verrez que vous allez rapidement commencer à dépasser les autres. Parce que ce temps, cette heure par semaine que vous consacrez à votre apprentissage continu, elle vous permettra de vous distinguer. Moi, j'ai des gens qui certaines fois me complimentent sur, disons, apparemment, je sais beaucoup de choses. Alors, à mon avis, c'est pas le cas parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais ils sont étonnés par le certain nombre de choses que je sais. C'est parce que j'ai passé des heures à écouter et puis à apprendre et puis à lire et puis à m'intéresser à des choses. Parce que j'ai eu l'exemple de mon père qui l'a fait pendant des années, qui avec 3 ans d'école primaire a publié bientôt plus de papiers scientifiques que moi dans ma première carrière. Donc voilà, j'ai eu un exemple, j'ai eu la chance d'avoir un exemple. En parenthèse, si vous avez des enfants, soyez un exemple pour eux à ce niveau-là. Voilà, donc 2 états d'esprit, 5 pratiques. Alors ça, c'est au niveau individuel. Pour terminer, au niveau organisationnel, il est possible de faire exactement la même chose. Il est possible de développer cet état d'esprit et ces pratiques au niveau de votre organisation, au niveau de votre équipe. Si vous voulez savoir comment, contactez-moi et puis on en parle volontiers. Voilà, cet épisode terminé, mais c'est la question du mois. Et la question du mois nous vient de Alan, merci Alan, qui me pose la question « Qu'est-ce que je fais avec un collaborateur sarcastique ?» Dans l'atelier, petite remarque, râle en arrivant, toujours quelque chose à dire. Alors le sarcasme est en fait une preuve de frustration
En fait, c'est une marque de frustration, puisque j'étais moi-même un grand sarcastique devant l'éternel quand j'étais en entreprise. Donc c'est quelqu'un souvent qui ne s'autorise pas à exprimer vraiment ce qu'il ressent et donc exprime sa frustration par du sarcasme ou de l'ironie. Hein, le sarcasme est une forme un peu plus violente d'ironie. Donc ce que j'ai conseillé à Alan et ce que je vous conseille à vous, si vous avez quelqu'un qui est sarcastique ou ironique, eh bien c'est de lui faire un feedback. Selon l'épisode je ne sais plus combien, mais que vous retrouverez sur www.coapta.ch/campus. Vous tapez feedback dans la petite barre de recherche et vous tombez sur l'article de blog et l'épisode de podcast. Donc on fait un feedback à notre collaborateur sarcastique, on le prend à part, et puis on lui explique qu'on a remarqué. Et puis on lui demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Et souvent, avec un peu d'écoute, on arrive à trouver une preuve de frustration parce que les gens ne l'écoutent pas, parce que il n'arrive pas à faire passer ses idées, parce qu'il est un petit peu perdu et plutôt que d'être angoissé, il est frustré, etc., etc. Donc, que faire avec un collaborateur sarcastique? Eh bien, un feedback, et puis écouter ce qu'il a à nous dire pour l'aider ensuite à trouver une solution. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.